Le bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Très heureux. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous le professeur Henri Bunjoko, directeur du Musée national de la RDC, professeur à l'Université de Kinshasa et à l'Académie de Beaux-Arts, spécialiste en histoire de l'art et muséologie. Professeur, nous vous saluons. Bonjour. Professeur, c'était un réel plaisir de venir à votre rencontre. Nous sommes ici dans une salle pétrie d'émotions qui dégage des ondes positives, plus précisément la salle de musicologie, cette salle où vous exposez les instruments de musique traditionnelle. Professeur, comment vous allez? Je vais bien, très bien. Professeur, nous allons commencer pas à pas. Le but de cette émission de ce soir, c'est de faire comprendre que notre passé glorieux était fait de l'entrepreneuriat de nos ancêtres, en matériel didactique, en matériel de cuisine, de communication, en matériel de chasse, ainsi de suite. C'est la raison pour laquelle nous venons comprendre le bien fondé d'un musée dans cette collection de savoirs du passé qui nous guide pour le futur, pour dire que non, hier, nous avons entrepris pour vivre dans la société et que nous devons nous réapproprier de cela. Professeur, c'est quoi un musée? Le musée, c'est une institution, c'est un lieu qui garde le patrimoine d'un peuple ou d'une nation, le présente au public, soit pour la science, soit pour l'éducation, soit pour la recherche, soit pour le plaisir, tout ça. Le musée est ouvert au public. Et c'est un lieu public, c'est-à-dire que les gens viennent se ressourcer au musée. Il y a des gens qui viennent pour voir leur identité, peser aussi leur culture, puisque le musée vous présente tous les aspects de la culture, qui sont matériels ou immatériels. Quand on parle de la culture matérielle, vous allez voir les objets qui traduisent effectivement ce que nos ancêtres ont utilisé pour compléter leur vie. Mais quand nous parlons du matériel, ce sont des gestes, des chansons, des leçons morales, la danse, qui pouvaient aussi manifester l'identité, qui pouvaient aussi compléter la culture, qui pouvaient aussi transmettre le savoir endogène. Transmettre le savoir endogène, professeur. Dans votre spécialité, il y a histoire de l'art et nous sommes vraiment attirés par muséologie. C'est quoi la muséologie, professeur? Oui, la muséologie, c'est une science qui s'occupe des musées, qui étudie comment conserver les objets, comment les exposer, et comment les présenter au public, et comment aussi publier un rapport à ces objets-là. Quand vous arrivez au musée, vous allez constater, par exemple, les objets ne sont pas muets. Les objets nous parlent ou parlent de nous. Et ce langage que les objets parlent n'est pas un langage articulé, vous n'entendrez rien, mais c'est un langage où vous devez chercher à travailler à partir du symbolisme, à travers de la sémiotique, à partir d'une philosophie, à travers même le passé, l'histoire, pour comprendre ce que voudrait dire l'objet. Imaginez, nous avons des objets au musée, nous avons des objets en bois, nous avons des objets en fer ou en métal, nous avons des objets en fibre, tout ça. Pour comprendre ces objets, comprendre leur matériel, vous devez les interroger. Vous devez les interroger et cette façon d'interroger, c'est un exercice que vous faites vous vis-à-vis de l'objet. Vous l'interrogez et vous attendez la réponse. Mais la démarche, ce n'est pas l'objet qui la fera à votre place. Mais c'est vous qui faites cette démarche-là, scientifique ou une démarche intellectuelle, pour faire en sorte que vous puissiez trouver des messages. Prenons un objet en bois. C'est un objet en bois, je vais me poser la question, mais ces bois, on les trouve où? Quel est l'écosystème qui entoure ces bois? Mais quelle est la pensée de l'homme pour ne prendre que ces bois-là? Vous voyez qu'avec cette démarche, je découvre d'autres choses. Et ce qui suffit que l'objet me parle. Il me parle, mais cette démarche, c'est moi-même qui devrais la faire pour décrypter les messages. Encore un exemple, vous avez des instruments qui sont là. Vous voyez des instruments de musique avec soit un serpent, avec les lézards, les varans, tout ça. Ce sont des messages qu'on a posés sur l'instrument. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce qu'on voudrait vous dire comme message. Donc, il faut interroger. Et vous devez d'abord faire une démarche. Les lézards, dans la conception
ou dans la collectivité là, qu'est-ce qu'on pense du lézard, comment on les traite, et qu'est-ce que cela signifie. Et à partir de ça, vous trouverez le message et l'objet vous parle. Professeur, permettez-nous d'entrer vraiment dans votre parcours, la muséologie. Elle est reliée dans quel département ou faculté à l'Université de Kinshasa? Ici à Kinshasa, quand vous allez au département des sciences historiques, qu'on appelait histoire, vous trouverez une section de muséologie où maintenant ça fait déjà 4 promotions qu'on a formé des muséologues. Donc 4 promotions, c'est à peine. À peine, effectivement, ça a commencé en 2011 où nous avons commencé des démarches pour essayer de créer cette section, mais qui était déjà à Lubumbashi, à la muséologie, quand il y a des voyages, j'y vais. Et c'est comme ça que j'ai été aussi retenu comme étant professionnel des musées en Afrique de l'Ouest, comme j'avais fait mes études là-bas. Et puis, par après, avec ce que nous avons fait, qu'on a fait en 2006, entre Tervuren et musée de Crébrali, en 2009, on m'a reconnu comme expert des musées au niveau international. Donc, vous êtes aujourd'hui expert des musées au niveau international. Le Congo qui va de l'avant, le Congo qui fascine, le Congo qui a cette belle vitrine par vous et à partir aussi de ce musée. Professeur, est-ce que nous pouvons dire que nos ancêtres étaient des entrepreneurs à partir de l'art que nous voyons là? Parce que avant que ça soit là, c'était leurs objets, leurs articles du quotidien, de leur vie quotidienne. Les tam-tams, les xylophones, tout ce que nous avons, les articles pour la cuisine, la cueillette, la pêche et même l'entretien de leurs cases. Oui, effectivement, moi j'ai toujours dit nos ancêtres étaient des savants. Il y avait des savants, il y avait des connaisseurs, effectivement. Personne n'était paresseux. Tout le monde a essayé de travailler. Ils ont travaillé et ils ont créé. C'était vraiment des créateurs. Ils ont fait des choses. Et nous, aujourd'hui, peut-être nous ne comprenons pas parce que nous les jugeons en fonction de notre époque. Mais à leur époque, ils ont cherché à résoudre les problèmes du moment avec leurs moyens propres. D'abord, ils ont créé la métallurgie. Ils ont fondu les minéraux pour avoir des Là, par exemple, au Katanga, la métallurgie existait. Vous avez chez les Kouba, la métallurgie existait. Et partout d'ailleurs. Oui, oui. C'est partout. Et partout ça existait, puisque vous aurez des objets en métal. En métal, oui. Alors, imaginez par exemple la métallurgie traditionnelle au Katanga, avec ses hauts fourneaux. Voilà. Fondre la malachite, qui est le minerai du cuivre, jusqu'à monter la température à 1600 degrés. Mais comment ils arrivaient à avoir cette idée qu'il fallait arriver à 1600 degrés? Parce qu'on leur attribue, ils n'avaient pas fait la chimie, ils n'avaient pas fait la physique. Comment? Vous voyez que la science, c'est l'homme qui a essayé de la faire en tant que scientifique. Mais d'une manière générale, dans l'application, elle est d'abord une expérimentation. Ok. Une expérimentation, puisque les gens partent de certaines expériences pour essayer de mettre des lois, pour mettre des règles, des formules là-dessus. Nos ancêtres, ils avaient cette intuition-là, de dire, bon, si nous prenons du charbon, du bois, et que nous mettons d'autres cailloux, d'autres pierres, ça va chauffer effectivement le four jusqu'à ce que ça puisse monter une température. Parce que dans ce musée, il y a aussi des hauts fourneaux du Katanga. Oui, bien sûr, il y en a. Nous avons amené un haut fourneau là pour montrer effectivement cela. Vous voyez que c'est une ingéniosité. Et prendre par un bois, lui donner une forme. Et cette forme-là qui fait que ça puisse compléter la vie, c'est aussi une ingéniosité. L'art culinaire, vous voyez aussi comme notre cuisine à nous, ils avaient des marmites, qu'ils ont fait pour eux-mêmes. Donc comment faire la cuisine, tout ça. L'art de guérir, la médecine, ils ont trouvé tous les moyens. Alors nous avons compris que, en principe, l'homme cherche à résoudre les problèmes par rapport à son environnement, par rapport aux problèmes qui se posent, et il doit toujours trouver une solution. Mais quant à voir la réalité des choses, même si nous parlons de l'homme préhistorique, oui, il a travaillé la pierre, mais cette pierre-là, il l'a adaptée aux réalités du moment.
Et c'est comme ça que nos ancêtres aussi ont fait des choses, et des choses que nous aujourd'hui on trouve que c'est banal, mais pour eux c'était vraiment une technicité. Et cette technicité-là, quand vous voyez aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a vraiment une ingéniosité sans mesure. La science a existé, mais ils ne l'ont pas manifesté en tant que formule, puisqu'ils n'ont pas écrit. S'ils avaient écrit, on trouverait carrément des formules là. Prenons le cas, par exemple, nous, la culture congolaise, où nous disons souvent, c'est une culture pharaonique. Mais quand nous voyons la réalité, même cette Égypte antique-là, vous trouvez qu'il y a la science, vous trouverez qu'il y a la religion, il y a les mystiques. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça dit que la réalité est que l'homme devrait évoluer de la même façon partout. Et qui vous dirait que, ou qui peut douter que nous n'avons pas aussi transmis quelque chose aux Occidentaux? On l'a fait. Mais ils sont venus aussi copier certaines choses de nous, mais ils sont perfectionnés. Et ils sont venus prendre les minéraux chez nous. Ils sont allés travailler. Nous avons contribué aussi d'une façon ou d'une autre. Mais sauf qu'on ne voudrait pas valoriser cette étape-là, que nous avons aussi fait quelque chose pour que, puisque l'Occident est venu dans ce sens que nous, on est inférieur. Non, non. Nos ancêtres ont fait des choses impossibles et que nous, aujourd'hui, nous trouvons que ce n'est pas facile à retrouver. Professeur, sans études, sans préparation technique, scientifique, on prend le cas des hauts fourneaux, ils pouvaient fondre le métal, donner la forme, parce que la métallurgie demande de la précision au millimètre près. Est-ce que nous pouvons dire que le Congolais d'antan, les royaumes que nous avions sur cette étendue, Congo, les empires, étaient-ils modernes à leur époque? Étaient-ils des entrepreneurs modèles à leur époque? Oui, effectivement. Vous savez qu'on ne devenait pas métallurgiste comme par hasard. On ne devenait pas non plus politicien comme, disons, roi comme par hasard. Il y avait des écoles de sagesse. L'apprentissage, il y en avait. Les initiations, il y en avait. Alors, les gens passaient par cela pour vraiment faire montre qu'on connaît. Et à ce moment-là, on était un homme utile à la société. Donc personne ne travaillait, disons, pour les livres, pour avoir de la... Non, il y avait un devoir à faire vis-à-vis de la société. Il y avait, disons, cette prétention-là de dire que bon, je dois montrer mon ingéniosité puisque la société m'a formé. Et chacun devait entreprendre quelque chose pour être utile à la société. Et quand nous étudions leur façon de faire par rapport à notre façon de faire aujourd'hui, vous allez voir que chez eux, c'était vraiment des hommes qui étaient respectueux des lois et des modèles. Et les modèles, c'est quoi? C'est vrai, nous parlons d'un ancêtre. Les ancêtres, ce sont ceux-là qui sont des modèles qui nous ont transmis leurs moyens de faire quelque chose, qui nous ont montré des techniques qu'on devrait faire, qui nous ont montré même des leçons qu'on devrait faire, des lois à respecter, et des normes à respecter nous aussi. Parce que vous savez qu'ils avaient ce qu'on appelle la loi fondamentale. La loi fondamentale, c'est-à-dire que c'était basé sur certaines attitudes morales qu'il fallait respecter pour chaque chose. Il y a l'amour inconditionnel, il y avait le respect, la paix, l'unité, tous ces éléments-là permettaient à ce que la solidarité, ça permettait à ce que maintenant ceux qui étaient comme des sages, qui avaient la connaissance, devraient les transmettre sans prétention, devrait les transmettre sans des préjugés, devrait les transmettre avec, comme on dit, avec un cœur franc. Pourquoi? Puisque actuellement nous avons d'autres choses qui nous bloquent, puisqu'on a perdu. On a perdu certaines valeurs. Des valeurs quand on a perdu ces valeurs, on a pris cette idée-là d'avoir, disons, une rigueur dans certaines choses, d'avoir une discipline dans certaines choses. Professeur, vous êtes une mine de connaissances et de sagesse. Nous aimerions vraiment puiser parce que ce langage même de la civilisation, parce que le monde occidental amène la civilisation. Est-ce que nos royaumes, nos traditions n'étaient pas civilisés, n'avaient pas des normes, une normité dans la manière de gérer la société, de penser la société, même de planifier? Est-ce qu'à cette époque, il n'y avait pas de planification pour que nous puissions voir dans nos livres d'histoire
que les colonisateurs nous ont apporté la civilisation. Non, moi je n'ai jamais été d'accord pour ça, puisque je sais que quand nous définissons d'abord la culture, où nous voyons des techniques dedans, nous voyons des us et coutumes, la façon de vivre, tout ça. Et quand nous prenons aussi la civilisation comme étant aussi la façon de vivre des gens, en tout cas, il n'y a aucun peuple qui soit moins civilisé que les autres, non, ou qui n'ait pas absence de civilisation. Non, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les Occidentaux ne peuvent pas nous comprendre puisqu'on n'a pas vécu dans les mêmes aires culturelles que... C'est un problème de compréhension. De connaître les autres. Ok. Donc, ils n'ont pas connu les autres. Ou soit, en arrivant, il y avait un complexe. Dans le sens qu'ils trouvent qu'ils ont une autre époque, ils vivent d'une autre façon, et en voyant notre façon aussi de vivre, ils ont pensé que ils sont supérieurs aux autres. Ou soit alors, c'est par intention de nous imposer leur culture pour des intérêts. Donc, puisque vous dites non, vous, si vous vivez comme moi, alors à ce moment-là, vous êtes au même niveau que moi. Si vous n'êtes pas comme ça, donc vous n'existez pas. On utilisait même le terme d'évoluer. Évoluer, tout ça, ce n'est pas ça. Donc chaque peuple a une civilisation, a sa façon de vivre, a ses modèles, a sa façon d'être. Et même entre nous ici, même si nous sommes des Congolais, nous avons notre façon d'être par rapport à nos ethnies, par rapport à nos aires culturelles, et ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun peuple qui soit moins civilisé. Moi, j'ai toujours donné une histoire très simple. Si un Européen arrive, vous lui dites bon, montrez-nous comment on prépare la chikwa. Mais je pense qu'il ne va pas le faire. Il va toujours vous demander votre façon. Alors, qui est civilisé par rapport à l'autre? Qui connaît mieux que l'autre? Chacun a une connaissance que l'autre peut-être a besoin d'être complétée. Mais c'est ce que nous ignorons. C'est tellement de la civilisation, c'est un terme d'ailleurs même que nous ne pouvons pas accepter. Chacun a une civilisation, chacun a une culture, chacun a une identité. Si nous prenons tous ces éléments-là, culture, identité, vous allez voir que non, chacun a une civilisation, chacun a sa façon d'être. Professeur, nous sommes en train d'avancer. L'entrepreneuriat, vous avez dit à l'époque, nos ancêtres, il n'y avait personne qui restait main croisée. Ils étaient tous occupés. Et il n'y avait pas cette recherche de lucre. Ils étaient tous en se disant que si je travaille, c'est ma contribution au grenier, à la case, à la terre, à la communauté, à la société, au village, au royaume, à l'empire. Et il y avait cette harmonie avec la nature. Aujourd'hui, nous, qui nous disons modernes, nous avons laissé nos campagnes, nos champs, nos forêts. Nous ne vivons plus en harmonie. Mais à l'Occident, vous entendez, on dit éco-responsabilité. Ville sans pollution. Or, nous vivions sans pollution à l'époque. Maintenant, cette acculturation, cette perte d'identité, est-ce que ce n'est pas ce qui nous a affaiblis à cette capacité d'entreprendre aujourd'hui, à trouver des solutions à nos problèmes actuels, professeur? Oui, effectivement, vous voyez, dans la société traditionnelle, il y avait ce qu'on appelle des corporations. C'est-à-dire que vous voyez, par exemple, il y a les forgerons, les sculpteurs, les tisserands, les vanniers, tout ça. Vous voyez que là, chacun était aussi cultivateur, était chasseur. Et maintenant, il y avait aussi des fois où ils pouvaient faire la chasse collective, comme une chasse individuelle, mais la chasse collective, tout ça. Donc chacun avait besoin de l'autre. Et chacun travaille aussi pour compléter l'autre, et surtout pour la collectivité, pour la société. Alors, même à cette époque-là, la forêt, les eaux, tout ça, c'était pour une collectivité. Mais le grand problème qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire que quand les Occidentaux sont arrivés, ils ont créé des matériels qui ont d'abord détruit l'écosystème, et en même temps, il y a certains étendues qui sont équipés pour des industriels qui ont utilisé chez nous, tout ça, mais pas au profit des natifs ou des nationaux, mais à leur propre profit. Mais actuellement, si nous avons la vision des acculturés, c'est-à-dire
parce que sur ce qui est l'ivresse, c'est qu'on nous a appris à l'école, et ainsi de suite, nous pensons que c'est ça la culture, c'est ça la civilisation. Non. C'est-à-dire, nous sommes capables, on nous a pas déracinés d'une manière complètement. La culture d'un peuple ne se perd jamais. Ça peut se modifier, mais ça ne se perd pas. On nous a aliénés. Mais nous devons nous désaliéner. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous avons nos ancêtres. Nous étudions comment ils ont évolué de telle époque. Comment nous, aujourd'hui, nous pouvons aussi adapter certaines choses par rapport à nos réalités. Nous avons, par exemple, ici, prenons la RDC. Nous avons formé des gens dans tous les domaines. Mais pourquoi ne pas revenir ensemble entre nous? Nous sommes Congolais. Donnons des solutions à nos problèmes en tant que Congolais, pas faire intervenir les autres dedans. Parce que quand vous utilisez les autres, c'est une trahison aussi. Moi, j'ai toujours dit, si nous avons des problèmes, cette trahison-là est venue de nous-mêmes. De nous-mêmes. C'est-à-dire que nous, on livre notre formation facilement aux autres, mais pour nous-mêmes, on cache. Or, ce n'est pas ça. C'est comme si nous disons aujourd'hui, prenons par exemple tous les gens qui sont des historiens. On nous dit aujourd'hui chercher des solutions par rapport au passé, par rapport au présent et au futur. Donnez-nous des problèmes ou des voies. Vous êtes des industriels. Nos ancêtres ont créé, à ce moment, ils avaient des machettes, ils avaient des couteaux, ils avaient même des aiguilles qu'ils ont fait par eux-mêmes. Nous avons formé des ingénieurs. Nous avons des minéraux ici chez nous. Faites un effort par vous-même de chercher à faire quelque chose. Mais pourquoi, professeur, à l'époque, on n'avait pas besoin de l'aide internationale? Nos ancêtres n'avaient pas... Pourquoi? C'est ça que je ne comprends pas. On a des Kanouya Biomba, nous avons des différentes œuvres d'art que nous avions ici, même de la monnaie, autosuffisance alimentaire. Pourquoi nous n'avions pas besoin de l'aide? Parce qu'à l'époque, on nous appelait inculturés, on n'avait pas de civilisation. Mais pourquoi à cette époque, on n'avait pas besoin de l'aide comme aujourd'hui? Pourquoi on n'avait pas besoin de l'aide? Parce que chacun de nous devrait, disons, utiliser ses énergies pour produire. La production n'est pas nécessairement que ce soit une production matérielle, même immatérielle. Il y avait des gens qui étaient là, qui étaient comme des sages, qui vous fournissaient des informations et qui essayaient de vous orienter, même pour une bonne éducation. Bon, il y a aussi des gens qui produisaient en tant que matériel. Il y a des gens qui produisaient dans l'agriculture. Ils produisaient. Et maintenant, quand vous avez une production, vous avez une autosuffisance alimentaire, vous allez maintenant réfléchir pour commencer maintenant à dire qu'est-ce que nous allons faire. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Nous attendons toujours l'extérieur, croyant que nous-mêmes, on est incapables de faire quoi que ce soit. Mais cette incapacité vient d'où? Si on a un passé glorieux de nos ancêtres, des différents royaumes, Congo, Cuba. C'est de nous-mêmes, puisqu'on se minimise soi-même. Hein? On n'a pas confiance en nous-mêmes. Puisque, disons, imaginez par exemple, disons, nous avons formé beaucoup de gens. On ne les utilise pas. On ne les utilise pas. Et ces mêmes gens-là, parfois, on les décourage même. Mais si on leur disait, faites ceci, faites cela, on les encadre. Et on les oriente. On leur dit, puisez. Puisqu'on a toujours puisé dans des sources. Et puisque nous avons des racines. Nos racines, c'est quoi? C'est notre culture. On peut avoir des informations ici, mais là, chercher à créer quelque chose. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un Congolais préfère aller dans la politique, puisqu'il trouve que là, c'est plus facile. Mais il oublie que la terre que nous avons ici peut résoudre beaucoup de nos problèmes. Est-ce que les différents Mwami, nos ancêtres, les rois, les Moulopoué, tous ces grands rois-là, est-ce qu'aujourd'hui, s'ils nous voyaient, sont-ils fiers de ce que nous faisons de leur héritage? Moi, personnellement, tel que vous me voyez là, j'ai toujours dit, nous avons tourné le dos à nos ancêtres, c'est pourquoi nous avons beaucoup de problèmes. Puisqu'on ne cherche pas des inspirations. Puisqu'ils étaient inspirés. Pour faire quoi que ce soit, ils étaient inspirés. Il n'y avait personne de l'extérieur qui venait les apprendre. Mais nous, oui, nous, aujourd'hui, on nous a appris, bien sûr. Mais quand on nous a appris maintenant, dès que nous avons appris, qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous devons aussi chercher à trouver des inspirations, à inventer. Puisque pour inventer, il faut beaucoup réfléchir. Et il faut être calme, et puis il faut aussi se faire compléter par les autres. Est-ce que celui qui connaît son identité, son histoire,
sa culture, saura aussi défendre sa terre, professeur? Oui, si vous connaissez votre histoire, vous connaissez d'abord, vous connaissez vous-même. On ne se connaît pas. Il faut se connaître d'abord soi-même. Et puis, pour mieux connaître les autres, on se connaît soi-même, on connaît son environnement, on connaît sa culture, on connaît ses identités. On va défendre disons, les sols qu'on a. Parce qu'on protège normalement ce que l'on connaît, ce que l'on possède. Et ce qu'on connaît et ce qu'on sait que c'est à soi. Puis on est cimenté par cette terre. On doit se cimenter à notre culture. Parce que vous voyez, nous oublions facilement que cette terre nous appartient. On a la facilité de vendre la terre à un étranger. Or, on ne vend pas la terre à un étranger. Vous allez le vendre comment? Parce que cette terre-là, c'est là où il y a vos ancêtres. C'est là que vous devez avoir des inspirations. C'est là qu'il y a vos richesses. Comment vous allez les vendre à un étranger? Au contraire, il faut lui demander, vous voulez travailler avec nous? Vous amenez-nous des choses pour que nous puissions aussi en profiter, mais pas dire vous en approprier, mais à la longue, vous perdrez. Donc vous voyez, c'est ça qu'on ne va pas. Vous voyez, moi j'ai toujours dit, allons-y dans la sagesse africaine, des proverbes, des contes, des leçons morales, qu'on nous donne chaque fois à la fin. Ça doit nous dire quelque chose. On va vous dire, tel animal a fait ceci, par après on vous dit, vous voyez, c'est pourquoi il y a telle chose. Mais professeur, on vous dit que la tradition c'est la sorcellerie, on va vous envoûter, mais on fait comment? Moi, je pense que nous devons... Parce que si j'ai mon œuvre d'art ici, chez moi, tu ne vois pas que tu gardes les esprits. On fait comment avec ça? Moi, je pense que nous devons ôter cette idée-là de mettre la sorcellerie devant. Cette sorcellerie, d'abord, elle est comment? Et comment on peut l'expliquer? Puisque elle n'est pas matérielle. Et puis, peut-être la société, ce n'est qu'un État. Un État, mais cet État-là, ce n'est pas nécessairement que ce soit dans le mauvais sens, mais c'est un État. Mais comment expliquer que cet État-là peut se détruire? Vous voyez, c'est ça le mal que nous, c'est ça qui fait notre problème aujourd'hui, où les jeunes gens, on les refuse d'être en contact avec les aînés, croyant que ce sont des sorciers. Or, ce sont ces gens-là qui sont les détenteurs de la sagesse. Ce sont ceux-là les détenteurs de la culture de notre identité. Mais on nous coupe avec cela et on fait juste ce qu'a fait l'Occident en cherchant à nous dépouiller. On a utilisé les gènes qu'on a fait des chrétiens et des gens qui étaient des païens. Et ces païens-là sont partis avec la connaissance et des jeunes qui sont restés maintenant avec la connaissance et qui sont devenus maintenant des vieux et ils vont nous apprendre quoi maintenant. Mais je pense que ce que nous devons faire, c'est de chercher, que chacun de nous cherche à puiser dans sa propre culture. Vous voyez, souvent, quand je bavarde avec les gens, j'ai beaucoup regretté comment on a détourné les recours à l'authenticité. Le recours à l'authenticité, ça nous éveillait déjà dans beaucoup de choses. Et maintenant, avec ce recours à l'authenticité, mais par rapport au nom seulement, on réfléchissait déjà, on commençait à chercher même le sens de ce truc. Avec cela, avec le recours à l'authenticité, on cherche son identité, on cherche maintenant sa culture, on cherche des bases de la culture et ça, on pouvait trouver maintenant des astuces ou des ouvertures pour évoluer. C'est la même chose. Nous, par exemple, quand nous posons la question, moi personnellement, j'écris à travers les objets. Il y a des études que je suis en train de faire. La première étude que j'ai faite, c'est Femme et pouvoir. La femme, où j'ai constaté que s'il faut définir la femme par rapport à ce qu'on nous donne comme description, disons, femme actuellement, et la femme dans la société traditionnelle, vous verrez qu'il y a des choses que nos ancêtres ont dit donner à la femme, son pouvoir, que nous ne pouvons pas revendiquer aujourd'hui, que les femmes ne peuvent même pas revendiquer, puisqu'elles en ont déjà. Comment elles en ont? Parce que nous sommes, la femme, il y a les mois, elle dénonce les violences, elle veut la parité, égalité hommes et femmes. Ces violences, ça vient d'où? C'est ça le problème. Dans nos sociétés traditionnelles, la femme africaine ou la femme noire, pour elle, la femme c'est la vie. C'est la vie, c'est ça la définition d'une femme dans nos sociétés, c'est la vie. On ne blague pas avec la vie. Vous allez voir que la femme, on la respecte. La femme, on ne peut pas la tuer, on ne peut pas la violer. Dans nos sociétés, on ne pouvait jamais violer une femme, même pas la tuer pendant la guerre, puisqu'on trouvait que c'est ça, c'est la vie. Donc déjà, nos ancêtres avaient prévu ce respect-là dû à la femme. Bien sûr. C'est cette fausseté qu'on dit que dans la culture africaine et congolaise, par exemple, la femme n'a jamais été respectée. C'est faux. Non, c'est faux puisqu'on ne connaît pas sa culture, on ne connaît pas notre histoire. Quand vous voyez l'histoire, dans la création des États ou des empires,
c'est la femme qui est au centre. La gardienne du pouvoir, c'est toujours la femme. Celle qui est en communication avec les ancêtres, c'est toujours la femme. Et la première éducatrice, c'est toujours la femme. Alors, quand la société a donné une priorité à la femme, à ce moment-là, elle est quoi? C'est ça la vie même de la société. Mais aujourd'hui, avec ce que nous avons pris d'ailleurs, quand il y a la guerre, la première chose c'est de violer la femme. Ça n'existe pas. Quand il y a la guerre, on tue des femmes. Non, ça n'existe pas. Et maintenant, vous voyez que ce que nous acceptons de l'extérieur commence à nous amener beaucoup de choses, jusqu'à dénaturer notre culture, jusqu'à nous dénaturer nous-mêmes. Et les femmes qui cherchent maintenant la parité, elles la cherchent à partir du nombre ou elles la cherchent à partir des priorités. Parce que dans nos sociétés... Il faut le chercher à partir du nombre de priorités, parce qu'on demande un quota. Oui. Or, nous, dans la priorité, c'est la femme. D'une façon automatique aussi. Mais dans nos sociétés, la première société où il y a eu des militaires femmes, c'est en Afrique, les Amazones. Chez nous ici, il y a eu... Celle de Dahomey. Oui, à Dahomey. Maintenant, nous avons des reines qui ont dirigé. La magistrat, la première femme magistrat en Égypte, ce sont des femmes. Des divinéresses dans nos sociétés, il n'y a pas de femmes qui font la divination. Vous voyez que nous les avons donné peut-être des priorités, mais aujourd'hui, on achète à partir du nombre. Pourquoi elles sont restées en retard par rapport au nombre? La faute vient de ceux-là qui sont en train de leur dire même de revendiquer ces mêmes droits. Puisque quand on a introduit, à l'époque coloniale, on n'avait pas besoin de femmes puisqu'on avait besoin d'une main-d'œuvre. Et la main-d'œuvre, c'était les hommes, n'est-ce pas? Les hommes, ils ont pris l'avance. Par après, la femme, on dit, la femme, elle doit être seulement dans l'école ménagère. Par après, mais entre-temps, les hommes avancent. Et quand les hommes ont déjà pris c'est comme ça que les hommes ont pris beaucoup. Mais n'empêche que dans nos écoles, à un moment donné, dans des écoles mixtes, nous avons trouvé qu'il y avait des femmes, des filles qui travaillaient même plus que les hommes. On est en train de les intégrer petit à petit. D'ailleurs, nous, on n'a pas de problème, on ne se fait pas la guerre avec des femmes, mais on nous inculque quelque chose qui n'est pas en nous. Et à ce moment, c'est pourquoi il y a maintenant, et les femmes ne comprennent pas cette même définition de la femme par rapport à la culture africaine. Et c'est comme ça, elles vont vers là où on leur dit non. Le problème qu'il a, on voudrait faire, c'est que la politique de l'homme blanc, diviser pour mieux régner. Et vous voyez qu'à tous les niveaux, nous avons des problèmes puisqu'on veut diviser pour mieux régner. Mais si on nous amène encore dans notre société traditionnelle où pour nous, on travaille pour le bien de la collectivité, l'unité pour la collectivité, on va aller voir que ça. Professeur, nous avons obtenu notre indépendance en 60. Depuis, plus de 50 ans est passé d'indépendance. Mais comment nous décoloniser sur le plan mental? Parce que le colonisateur est parti. Aujourd'hui, pour même un adage, dans nos écrits, dans nos récits, il n'y a même plus d'adage de nos ancêtres. On vous dira, tel a dit, Jean-Paul Sartre a dit, mais comment nous décoloniser sur le plan mental? Oui, je pense que pour nous décoloniser, il faut toute une structure. Et il faut aussi trouver des moyens. C'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui peuvent commencer à créer, par exemple, à nous donner des enseignements, revoir notre façon de faire, ou revoir l'enseignement. Il faut maintenant qu'on puisse revoir tout ce qu'on a donné comme cours, là, qu'on puisse les adapter à nos propres réalités. Et puis après, les comparer aux réalités des autres. Dans nos sociétés, là où nous travaillons, qu'on essaie de faire certaines choses par rapport à ce que nous on faisait, on essaie de voir ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, il faut toujours qu'on fasse des structures qu'on va essayer d'imposer, mais d'introduire. Ce qu'on appelle faire carrément une sorte de révolution mentale. Cette révolution mentale, c'est quoi? C'est-à-dire que voir des bases qu'on nous inculque maintenant. Comment révolutionner ces bases pour que ça soit adapté à nos réalités pour avancer. Vous savez, il ne faut pas craindre de souffrir pour un petit moment. Puisque si nous refusons de souffrir pour un petit moment, vous allez voir que nous allons nous bloquer. Vous voyez, actuellement, nous savons bien que si on étudie, pourquoi nous avons des problèmes, c'est à cause de tester cela. Bloquons petit à petit. Mais professeur, comment expliquer à l'époque nos ancêtres, en RDC dans nos villages, nos grands-parents, nos arrière-parents nous expliquaient que non, à leur époque c'était l'apprentissage. Tu deviens un homme, si vous vivez de la pêche, on amène les hommes qui font la pêche
pour apprendre la pêche, dans une formation, des études qui leur servent à leur milieu. Vous êtes dans les montagnes où il y a la culture des bétails, on vous apprend à faire, vous travaillez la terre, on vous apprend. Mais pourquoi ces décalages aujourd'hui? On se donne dans des formations qui ne nous servent pas pour manger, boire, pour vivre, améliorer notre quotidien. Oui, c'est-à-dire qu'en principe, ce qu'on nous donne ça, c'est-à-dire on nous donne ce qu'on appelle une formation qui est seulement théorique, mais pas pratique. Et il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'initiation. À chaque métier, il y a toujours une initiation. Mais chez nous ici, on nous apprend, mais nous n'avons pas, on ne termine pas avec une initiation. Prenons le cas. Je suis historien de l'art. On m'apprend, bon, l'art c'est comme ceci, comme cela, comme ça. On s'arrête là. Je pense que je ne peux rien faire. Mais si on me dit, voyez-moi, l'art c'est comme ceci, vous voyez comme ça. C'est comme ceci, c'est comme cela. J'apprends en même temps, j'ai une petite initiation. Je vais faire le mieux de moi-même. Ce que nous devons faire, à chaque étude, il faut l'amener aussi à la pratique. Ou carrément la pratique en même temps les théories. Moins de théorie, beaucoup de pratique. Moi, par exemple, j'ai toujours dit aux gens, quand je suivais mes cours de missiologie, j'avais beaucoup de pratique et moins de théorie. Et c'est comme ça que je conçois, je le fais aussi. Je n'ai pas besoin de chercher d'abord au départ un architecte. Moi-même, je commence à prévoir et quand je les appelle, c'est pour essayer de discuter avec eux, pour dire orienter comme ça et on a un compromis. Pourquoi? Puisqu'on a orienté plus dans la pratique que la théorie. Donc c'est la raison pour laquelle pour faire beaucoup de pratiques, nous devons accepter de souffrir pour peu de temps. Oui, c'est-à-dire il faut des sacrifices. Puisque quand vous voulez, nous devons refuser les raccourcis, la facilité. Non. Il faut qu'on ait cet esprit de sacrifice pour dire je me sacrifie pour faire ceci et qu'on ait aussi, vous voyez ce qui nous embête aussi, on n'a pas de programme, on ne programme rien, puis on ne respecte pas non plus le temps. Donc si quelqu'un a fait, disons, sait utiliser son temps par rapport à un programme, il peut le faire. Des projets, nous les avons, mais est-ce que ces projets-là, on les applique? On les applique. Nous n'avons pas aussi des rigueurs. C'est-à-dire la rigueur dans le travail, la rigueur dans ce qu'on fait. C'est quoi la rigueur dans le travail, professeur? Quand vous voulez faire un travail, il faut mettre du sérieux, une conscience dedans et avoir cette idée-là de faire seulement l'excellence. Vous voyez, il faut que ça soit quelque chose d'excellent pour que les gens admirent. Que les gens arrivent à peser. Puisque quand je le fais là, il faut que les gens à la fin comprennent que c'est celui qui a fait, il a vraiment de l'expérience. Mais nous sommes aujourd'hui à la recherche du gain facile, du lucre, avoir plus avec un travail moindre. Donc j'ai plus, mais en travaillant moins. Est-ce que nos ancêtres avaient cette culture du gain facile? Non, pour eux, ils savaient bien que quand j'entreprends quelque chose, il y a les hauts, il y a les bas. Il y a la souffrance, il y a la joie. C'est-à-dire, il savait qu'il faut endurer. Il faut travailler, il faut avoir la conscience. Et la fin, c'est là qu'on va dire, bon, la fin va vous juger, est-ce que vous avez fait du bon travail ou pas. D'abord, il y a même d'autres choses. Si vous faites ceci, vous respectez, vous avez fait un travail inutile. Dans la société, c'était comme ça. Alors, maintenant, on savait que non, je dois respecter ceci pour que je ne fasse pas un travail inutile. Mais chez nous, on n'a pas cette conscience que si je fais, on dit, bon, je peux le faire comme je veux, hein, l'essentiel. Non, pourquoi l'essentiel? On n'a pas besoin de l'essentiel. Nous avons besoin de faire quelque chose de parfait. Et puis, nous devons faire du provisoire. Hein, on le fait momentanément. Non. Pourquoi? Ce sont de telles choses que nous devons commencer à chercher. Parce que dans chaque chose, il faut une discipline, il faut la conscience, il faut le sérieux, il faut l'excellence. Professeur, nous tendons déjà à la fin de notre échange. Qu'est-ce que nous retrouvons dans le musée national ici à Kinshasa? Oui, dans le musée national, quand vous viendrez ici, la première chose que vous allez trouver des salles d'exposition. Et ces salles d'exposition, nous essayons de retracer notre histoire, de montrer nos activités jusqu'à ce que nos ancêtres ont fait. C'est-à-dire, on vous montre, disons, des cycles de la vie, avec des étapes qu'on peut avoir. Il y a des métiers, il y a des initiations qu'on peut avoir, il y a l'organisation, la bonne gouvernance, les mariages, on monte jusqu'à la mort. Et vous avez des étapes, on montre comment est-ce que nos ancêtres ont dû évoluer et par rapport à notre culture. Donc vous avez notre culture intégrale, c'est la culture des Africains.
La culture, ça ne concerne pas seulement les Congolais, mais ça concerne l'homme africain d'une manière générale. Parce que vous allez voir, nous vous montrons d'abord comment nos ancêtres aussi ont dit travailler pour ce qui est du pouvoir politique, comment ils ont dû faire pour la pêche, et comment ils ont fait pour protéger. Aujourd'hui, nous parlons de réchauffement climatique, comment protéger l'écosystème. Donc, vous trouverez tous ces éléments. Bon, disons, quand vous entrez d'abord, vous avez la première salle qui vous parle un peu de notre histoire et des métiers. Nous vous faisons un résumé de tout ce qu'il y a. Et nous vous montrons maintenant, disons, les cycles de la vie et ce qui est de la culture qui accompagne ces cycles de la vie. Et nous vous amenons jusqu'à la mort. Et après, nous venons sur les instruments de musique. Nous vous montrons maintenant que c'est des instruments de musique, comment on les a utilisés. Et c'est d'abord leur famille et comment on les a utilisés et pourquoi on les a utilisés. Donc, on vous montre à peu près cela. Et pour que vous ayez vraiment une inspiration qui va faire en sorte que vous puissiez réfléchir en sortant du musée, que les musées ne soient pas une place où on va voir les fétiches. Non, ce n'est pas ça. Là, au musée, d'abord, les musées, on va là pour découvrir. On va au musée pour découvrir. On va au musée pour une rencontre. La rencontre avec sa culture. On va au musée aussi parfois pour le divertissement. Le divertissement du musée n'est pas le divertissement pour dire ou non, quand on vient en même temps, donc c'est pour vous ramener à une conscience supérieure. Donc vous voyez, c'est comme cela. Donc on trouve presque tous les éléments ici, même pour la politique. Vous pouvez venir vous ressourcer ici en voyant comment nos ancêtres ont dû gouverner. Puisque là, ils n'avaient pas besoin de certaines choses, tout ça, mais avec des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont utilisées pour essayer de travailler, disons, de cimenter leur pouvoir, et ainsi de suite. Donc c'est dans ce sens. Professeur, un message, appel au public pour venir avoir cette culture, de venir visiter les musées, parce que c'est notre terroir, c'est notre histoire. Oui, moi je le conseillerais ceci. Les gens doivent chercher à venir voir les musées et d'éviter ce que disent les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, parfois, ils pensent que le musée, c'est une place où il n'y a que des fétiches. Le musée, c'est là où il n'y a que des fêtes, des mariages. Non, disons, au musée, il y a des activités qui sont connexes, c'est-à-dire qu'on peut mettre là pour avoir un peu de moyens pour protéger les objets. Mais au musée, venez visiter des objets qui parlent de votre culture, des objets qui vous orientent, des objets qui cimentent votre identité et qui montrent aussi, puisque nous avons dit, c'est de vivre ensemble pour la cohésion nationale. Venez voir les musées, visitez, vous verrez, vous allez découvrir des merveilles. Et quand vous viendrez ignorant, mais vous sortirez avec une grande sagesse. Professeur, nous allons terminer par là. Comment vous arrivez à faire vivre? Parce que quelque part, je le considère comme une entreprise. Comment vous arrivez? Parce qu'il n'y a que des articles. Comment vous arrivez à vivre en tant que personnel ici, en tant que conservation des articles, des œuvres d'art ici? Oui, ça dit que nous sommes d'abord une institution de l'État. L'État nous paye les travailleurs, bien sûr, mais la difficulté, c'est juste comment conserver ces objets, puisqu'il faut de l'argent pour les produits de conservation, il faut de l'argent pour l'entretien du bâtiment. Parce que l'entretien, ça ne se fait pas de n'importe comment. Il y a des procédés spéciaux. Bien sûr. Oui. Même des objets, on ne les traite pas de n'importe comment. Ce n'est pas n'importe qui peut aussi les toucher. On ne les touche pas comme ça, n'importe comment. Ça suscite des moyens. Je vois qu'il y a un conditionnement d'air, il y a la lumière, il y a tout ça, le courant. Oui, et ça demande des moyens. Il faut entretenir, oui. Et ça demande des moyens, mais jusque-là, depuis bientôt une année et demie, on n'a pas de moyens, nous n'avons aucun subside. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons en sorte que nous puissions occasionner des visites. Et puis essayer aussi d'amener des gens pour faire quelques activités culturelles ici, pour que nous puissions avoir un peu de moyens en attendant que l'État puisse nous donner des subsides. Sinon, le musée va mourir. Professeur, un dernier mot pour mettre un terme à nos échanges de ce soir. Disons, j'invite tous les Congolais à venir nombreux visiter les musées pour découvrir les savoirs, et découvrir leur identité, découvrir leur culture. Et ils viendront au musée et pour voir, bien sûr, ils ne sortiront pas dessus, ils rentreront bourrés de connaissances et de savoirs et de sagesse. De partout, vous nous avez suivis. Nous étions ici au Musée national, reçu par le professeur Henri Bunjoko, directeur du Musée national, professeur à l'Université de Kinshasa et à l'Académie de Beaux-Arts, spécialiste en histoire
de l'art ainsi que muséologue. Nous étions dans cette salle mythique de musicologie où sont exposés les instruments de musique traditionnels. De partout, nous avez suivi, un grand merci. Gardez contact avec sa culture. Venez dans nos musées. Vous avez raté cette diffusion. Rattrapez-vous sur notre plateforme digitale et suivez-nous à gogo dans toutes nos portails.